Well, I can tell you that in that room, every single person who spoke up talked about what a terrible deal this is, frankly, not even an agreement. It is something that makes sure the healthcare crisis imposed by Republicans continues in this country. You know, we're looking at the expiration of the Obamacare tax credits in just over a month and a half. We're then looking at the Medicare cuts to take effect January 1st. And then, of course, let's not forget the biggest cuts of all that are coming. Certaines décisions ne s'imposent pas par leur impact immédiat, mais par le type de précédent qu'elles établissent. Donc, lors d'une session marquée par des votes et des discours soigneusement chronométrés, le Sénat américain a rejeté, dans une décision techniquement décisive, la clause qui permettrait à l'exécutif de modifier unilatéralement la gouvernance du Kennedy Center for the Performing Arts. Cette décision a été prise jeudi dernier, peu avant la clôture de l'agenda budgétaire, dans un climat de retenue institutionnelle qui n'avait pas été observé depuis les impasses fiscales de 2021. Bien que le texte final du paquet d'amendements ne mentionnait pas explicitement la figure présidentielle, le passage rejeté contenait des dispositions provenant directement d'un décret publié quelques semaines auparavant, avec pour justification officielle d'adapter les conseils d'administration à la mission culturelle contemporaine du pays. Cette exclusion, soutenue par 49 voix démocrates et 12 républicains dissidents, a mis fin à une tentative concertée de reformuler, sans l'aval complet du législateur, le modèle de gestion de l'une des institutions culturelles les plus emblématiques de la capitale américaine. L'impact de cet épisode ne s'est pas limité à ce qui s'est passé dans la salle à ce moment-là. La mesure rejetée s'inscrivait dans le cadre d'un effort plus large visant à restructurer légalement la manière dont les biens culturels publics sont gérés, avec des implications directes sur les conseils, les contrats et les programmes éducatifs liés à l'art financé par des fonds fédéraux. Dans la pratique, la proposition permettrait au département du patrimoine national, désormais dirigé par un proche allié de l'exécutif, d'avoir un pouvoir direct sur la nomination des postes de direction artistique et sur l'affectation des fonds destinés au soutien culturel, y compris ceux prévus dans les amendements parlementaires. Bien que ces effets immédiats soient limités au Kennedy Center, ce modèle juridique pourrait servir de précédent pour des reconfigurations similaires dans d'autres institutions telles que le Smithsonian, la National Gallery et même les bibliothèques fédérales dans les États, où la majorité législative est alignée sur le gouvernement fédéral. Le vote a eu lieu après des semaines de tractations entre les cabinets de sénateurs chevronnés qui, bien qu'ils ne se soient pas ouvertement opposés à la Maison-Blanche, manifestaient un malaise croissant face à l'utilisation répétée de décrets présidentiels pour contourner des accords bipartites historiques. Selon les registres de procédure, les avis internes qui ont motivé le vote contraire ont été élaborés sur la base d'analyses techniques du bureau du procureur législatif, qui ont identifié des conflits entre les dispositions proposées et la clause de séparation des pouvoirs prévue au titre 2 du Code fédéral. Plus qu'un différend sur l'art ou le patrimoine, c'était la légitimité d'un modèle émergent de gouvernance par décret qui était en jeu. Modèle qui, selon une partie du Congrès, mettait en péril l'intégrité des engagements institutionnels conclus au fil des décennies entre l'exécutif, le législatif et la société civile organisée. Même si le sujet a été éclipsé par d'autres thèmes plus visibles dans l'actualité, tels que les discussions sur la dette publique ou les enquêtes en cours sur les contrats internationaux, la position du Sénat a été interprétée par les membres de la communauté juridique comme un tournant décisif. Pour la première fois depuis le début du deuxième mandat présidentiel, une initiative centrale de la Maison-Blanche a été bloquée en séance plénière par une coalition bipartisane, sans pression extérieure directe ni mobilisation de l'opinion publique à grande échelle. L'absence de manifestations populaires ou de campagnes organisées indique que le mouvement est parti de l'intérieur des structures formelles de l'État, sans dépendre des cycles médiatiques ou des crises d'image. Ce type d'action a généralement des répercussions à long terme sur le plan institutionnel, en particulier lorsqu'il se produit dans des environnements marqués par un alignement partisan rigide. En coulisses, des interlocuteurs liés au secteur culturel rapportent qu'au cours des dernières semaines, les directeurs d'institutions fédérales ont reçu des instructions non documentées visant à harmoniser les lignes curatoriales avec les directives nationales en matière d'identité artistique. Bien que les termes soient pas suffisamment vagues pour éviter des contestations juridiques immédiates, le modèle de communication s'est répété dans au moins 4 entités distinctes selon des rapports croisés par des membres de la Commission des affaires éducatives du Sénat. Le rejet de la clause de modification structurelle au Kennedy Center est,
Dans ce contexte, moins une décision isolée qu'une réaction à une tendance à la centralisation administrative. Le message envoyé par la majorité législative, même s'il était implicite, était que les changements institutionnels ayant un impact durable ne peuvent être menés à bien par des instruments provisoires ou par des agences dont la mission initiale n'inclut pas la réglementation culturelle. Parmi les arguments techniques qui ont soutenu cette décision, l'avis du Bureau de contrôle budgétaire a retenu l'attention, mettant en garde contre le risque de concentration des fonds dans des centres de décision sans mécanisme d'audit indépendant. Le rapport, remis à titre confidentiel à la commission des crédits, soulignait l'existence de postes budgétaires potentiellement redondants et la possibilité d'une réaffectation des fonds sans l'autorisation expresse du Congrès. L'alerte était accompagnée d'une estimation préliminaire indiquant que, si le nouveau modèle était mis en œuvre dans son intégralité, jusqu'à 50 millions de dollars pourraient être alloués chaque année à des structures sans supervision législative directe. La préoccupation n'était pas seulement comptable, mais structurelle, créer un précédent pour que les ressources publiques soient utilisées pour financer des projets idéologiques sans débat public. Il convient de rappeler que ce n'est pas la première fois que le Kennedy Center se trouve au centre d'un conflit institutionnel. En 2020, lors de la première vague de la pandémie, l'allocation de fonds d'urgence à l'institution a fait l'objet de questions sur les critères et les priorités. À l'époque, le débat portait sur la survie opérationnelle des espaces culturels. Aujourd'hui, le débat est différent. Il s'agit de savoir qui doit avoir le pouvoir de définir le contenu et la programmation de ce que l'État considère comme patrimoine artistique national. C'est un débat moins visible, mais non moins critique. Le refus du Sénat d'autoriser des changements unilatéraux témoigne d'une tentative de réaffirmer le rôle du pouvoir législatif en tant que gardien de l'équilibre entre financement public et pluralité culturelle. Suivre de près des épisodes comme celui-ci permet de comprendre non seulement les votes en séance plénière, mais aussi les mécanismes plus subtils de contention institutionnelle. Il y a des moments où l'importance d'une décision ne réside pas dans la couverture médiatique qu'elle reçoit, mais dans ce qu'elle interrompt. C'était l'un de ces moments, et c'est précisément pour cette raison que rester attentif aux prochains mouvements, tant formels qu'indirects, devient un élément fondamental de tout effort citoyen engagé en faveur du fonctionnement transparent des institutions. C'est dans ce contexte que l'action des commissions permanentes du Congrès commence à prendre une nouvelle importance. Depuis la refonte du règlement intérieur en 2023, des commissions telles que celle de l'administration publique et de l'éducation et de la culture ont vu leur pouvoir élargi afin de pouvoir suspendre les actes de l'exécutif qui affectent directement les programmes et les entités liées au budget discrétionnaire. La clause rejetée par le Sénat a d'abord été examinée dans ce nouveau cadre, avec des avis non contraignants émis lors de sessions à huis clos. Bien que ces avis n'aient pas eu de force de veto immédiate, ils ont suffi à mobiliser le secteur technique du Congrès, qui a à son tour fait appel au Bureau d'analyse des conflits normatifs, une instance créée pour harmoniser les dispositions légales qui s'opposent au sein du système fédératif. À partir de là, le processus a pris son essor, passant de la sphère administrative au débat législatif, puis du débat législatif à l'intervention juridictionnelle. Cette convergence aide à comprendre pourquoi le Sénat a agi même sans forte pression populaire. Il s'agit d'un mouvement ancré dans les structures techniques du pouvoir législatif lui-même, alimenté par des alertes internes qui, bien qu'elles n'aient pas été rendues publiques, circulaient entre les cabinets et les organes de contrôle depuis au moins 4 semaines. L'un de ces documents, dont l'existence a été confirmée par des sources du Comité de transparence et de gouvernance, faisait état d'une tentative d'utilisation d'amendements au budget supplémentaire pour financer les premiers contrats de conseil liés à la nouvelle structure du Kennedy Center, avant même toute approbation formelle. Bien qu'aucune irrégularité n'ait été officiellement déclarée, le simple fait que les contrats aient été préparés parallèlement à la procédure législative a été interprété comme une tentative de créer un fait accompli, réduisant ainsi la marge de manœuvre du Congrès. L'escalade institutionnelle s'est intensifiée lorsque le tribunal de district de Washington a reçu une requête à titre préventif présentée par un groupe de juristes spécialisés en droit administratif. La requête ne contestait pas la légitimité de l'exécutif à proposer des changements organisationnels, mais plutôt l'absence d'un processus formel transparent garantissant la participation des parties concernées. En réponse, le juge responsable a déterminé qu'aucune restructuration ne pouvait être engagée avant une déclaration explicite du législatif. La décision était prudente, mais elle a eu un effet pratique immédiat. Elle a suspendu le traitement des mémorandums internes,
et geler le déblocage des fonds liés à l'initiative. Dans le même temps, le Bureau de supervision budgétaire du Congrès, une sorte d'organisme d'audit autonome, a commencé à examiner toutes les transactions financières liées au Kennedy Center au cours des 12 derniers mois. Le rapport préliminaire, encore confidentiel, a été cité lors d'une audience à huis clos comme l'un des éléments qui renforce la nécessité d'une prudence institutionnelle face à des changements structurels potentiels ayant un impact budgétaire important. Des parlementaires chevronnés, qui avaient auparavant soutenu des assouplissements administratifs, ont commencé à défendre le modèle de gouvernance collégiale et la protection des critères historiques de distribution culturelle. Le langage, bien que technique, véhicule un message politique clair. Il n'y aura pas d'approbation automatique des interventions qui transgressent les rites du pacte fédératif. Il est important de souligner que le Kennedy Center occupe une position juridique particulière au sein du réseau institutionnel américain. Bien qu'il s'agisse formellement d'une entité privée à but non lucratif, sa structure dépend d'un mélange de ressources publiques, de dons privés et de liens réglementaires avec le Congrès. La nomination de ses conseillers, par exemple, se fait directement sur recommandation présidentielle, mais avec l'approbation du pouvoir législatif. Cette configuration exige un degré élevé de consensus interinstitutionnel pour toute modification importante, ce qui rend toute tentative de changement unilatéral risquée. C'est précisément cette complexité qui a motivé l'intervention du Bureau du procureur général législatif, qui a procédé à la révision des termes de la proposition initiale émise par l'exécutif à la lumière de la doctrine de la séparation fonctionnelle des pouvoirs. À partir de l'implication du Bureau du procureur, de nouveaux éléments ont été intégrés au débat, notamment des avis historiques sur des situations similaires, telles que la tentative de refonte de la gouvernance de la Bibliothèque du Congrès en 1997 et la restructuration du National Endowment for the Humanities en 2005. Ces cas, bien que différents en termes de portée et de contexte, ont été repris comme des précédents pertinents pour éclairer l'impasse actuelle. Dans les deux cas, la jurisprudence établie par les tribunaux et la position des commissions parlementaires ont souligné que les institutions culturelles liées aux ressources fédérales ne peuvent être utilisées à des fins politiques ou idéologiques, même sous des prétextes techniques. Cette interprétation reste valable et son rappel historique a contribué à étayer la position majoritaire au Sénat actuel. Dans le même temps, on observe un repositionnement prudent du ministère de la Justice qui n'a pas contesté publiquement les décisions législatives, mais n'a pas non plus émis d'avis favorables à la mesure présidentielle. En interne, selon les informations recueillies par des médias spécialisés, il existe des divergences quant à la viabilité juridique d'un décret exécutif avec un tel degré d'ingérence et d'impact budgétaire. L'un des courants estime que l'exécutif a la marge de manœuvre nécessaire pour intervenir dans les institutions culturelles sur la base de la clause d'intérêt public d'urgence. Un autre soutient que cette clause ne peut prévaloir sur le rôle délibératif du Congrès en matière de budget et de structure fédérale. L'absence de position unifiée au sein du ministère indique que l'affaire est traitée comme susceptible de faire l'objet d'un différend plus large entre les pouvoirs. Dans ce contexte, les centres de recherche sur la gouvernance publique s'intéressent de plus en plus à la question et ont commencé à produire des rapports techniques et des notes d'évaluation de l'impact institutionnel. Les universités de Georgetown, Stanford et Michigan, par exemple, ont publié ces dernières semaines des documents mettant en garde contre les risques d'érosion normative par exception répétée, c'est-à-dire l'utilisation fréquente d'instruments provisoires pour modifier des structures permanentes. Ces études sont utilisées par les conseillers législatifs comme référence pour calibrer les discours et les votes. Dans le même temps, elles indiquent que la tension actuelle est suivie de près par des groupes spécialisés de la société civile qui voient dans cet épisode un laboratoire de précédent. La perception selon laquelle la reconfiguration du Kennedy Center dépasse les limites d'un cas isolé est donc largement répandue parmi les secteurs techniques de l'appareil public. Il s'agit d'un tournant institutionnel qui peut influencer non seulement le destin de la culture d'État, mais aussi la manière dont l'exécutif tente d'étendre son champ d'action à des domaines qui, historiquement, exigent un équilibre des pouvoirs. C'est pourquoi le résultat partiel obtenu jusqu'à présent, bien que pertinent, ne met pas fin à la controverse. Au contraire, il ouvre la voie à de nouveaux développements législatifs, judiciaires et administratifs qui devront être suivis avec une attention redoublée au cours des prochains cycles parlementaires. Au milieu de débats aussi complexes, le rôle d'une analyse continue et qualifiée devient encore plus important.
il est essentiel d'observer non seulement les événements visibles, mais aussi les circuits de décision qui opèrent en coulisses, afin de comprendre le fonctionnement réel des institutions et les voies qu'elles choisissent face aux impasses structurelles. Selon les éléments analysés jusqu'à présent, la divergence la plus importante entre les juristes qui suivent l'affaire concerne l'effet concret que l'ordonnance exécutive aurait pu avoir s'il n'y avait pas eu d'opposition au niveau législatif. Une partie importante de la doctrine soutient que, même si la clause de réorganisation a été formellement bloquée, le simple fait d'éditer le décret représente déjà un signe inquiétant d'élargissement interprétatif des prérogatives présidentielles. Pour ces analystes, en suggérant une modification structurelle d'une institution à configuration hybride, l'exécutif s'aventurerait délibérément dans une zone ambiguë, située entre l'administration régulière et l'intervention dans le domaine culturel. Dans cette optique, cet épisode ne peut être compris uniquement comme une tentative qui n'a pas abouti, mais comme la preuve d'une stratégie visant à tester les limites institutionnelles. Dans un sens différent, certains experts défendent une lecture plus axée sur le fonctionnement formel du système. Pour ce groupe, les événements ont suivi le scénario attendu. La proposition a été présentée, a fait l'objet d'une évaluation technique, a suscité une réaction au sein du pouvoir législatif et a finalement été contenue avant de produire des effets pratiques. Dans cette interprétation, cet épisode confirmerait la capacité de réponse des institutions et le bon fonctionnement des mécanismes de frein et contrepoids. Néanmoins, même parmi ceux qui considèrent ce processus comme normal, il est reconnu que la répétition et le profil de ces initiatives sont en train de changer. Ce qui apparaissait auparavant de manière sporadique commence à se manifester plus fréquemment, ce qui exige une attention constante de la part des acteurs institutionnels. Dans le domaine de la politique institutionnelle, l'analyse dominante considère cet épisode comme un test préliminaire. En adressant sa proposition au Kennedy Center, l'exécutif ne serait pas seulement intéressé par la gestion administrative d'une entité culturelle spécifique, mais aussi par l'évaluation du degré de résistance politique et juridique à des initiatives susceptibles d'entraîner une reconfiguration plus large. Le choix de la cible est interprété comme stratégique. Le Kennedy Center bénéficie d'une grande visibilité publique, de liens avec la histoire politique récente et d'un symbolisme capable de mobiliser différents segments de la société. En suscitant un débat dans cet espace sensible, le gouvernement aurait obtenu des informations pertinentes sur les limites institutionnelles encore préservées, et surtout sur celles qui commencent à montrer des signes d'usure. Au sein du Congrès, certains estiment que la réaction législative n'aurait pas été aussi ferme si la proposition avait porté sur une institution moins symbolique. Cette perception met en évidence un problème structurel, la tendance à réagir plus rapidement lorsque des entités prestigieuses sont en jeu, contrairement à la moindre attention accordée aux structures périphériques, même si les instruments juridiques impliqués sont équivalents. Ce déséquilibre tend à fausser la compréhension du public quant aux risques réels auxquels le système est confronté. Lorsque la défense se concentre sur les pôles les plus visibles, les domaines moins exposés, mais tout aussi importants d'un point de vue institutionnel, reste vulnérable. Au sein du pouvoir judiciaire, la situation reste incertaine. La décision provisoire, qui a suspendu les effets administratifs du décret, attend toujours un examen définitif. En fonction des arguments présentés par les parties et de la composition de la Cour au moment du jugement, il est possible que de nouveaux paramètres soient établis concernant l'action de l'exécutif en matière culturelle. Les juristes consultés par des médias spécialisés indiquent que ce jugement pourrait acquérir une importance en tant que précédent, influençant les futurs litiges impliquant des établissements d'enseignement, des musées fédéraux et des fondations publiques soutenues par de multiples sources de financement. Il existe également des interprétations divergentes sur le comportement du pouvoir législatif à la suite de cet épisode. Certains analystes interprètent la position du Sénat comme un signe de volonté de réaffirmer ses prérogatives face à un pouvoir exécutif qui a recours à des décrets de plus en plus larges. D'autres, cependant, considèrent cet épisode comme une exception circonstancielle, expliquée par des calculs politiques immédiats. Pour ce groupe, la division observée entre les parlementaires, alignés sur le gouvernement, aurait été motivée davantage par des préoccupations électorales que par une conviction institutionnelle cohérente. Dans cette perspective, cet épisode reflèterait davantage la conjoncture spécifique du moment qu'un changement durable dans la dynamique entre les pouvoirs. Du point de vue de la gouvernance culturelle, cette affaire suscite des discussions qui dépassent la controverse immédiate. L'utilisation de critères idéologiques
dans la formulation des politiques culturelles fédérales, a toujours été source de tensions internes dans l'administration publique. On observe aujourd'hui une tentative plus explicite de formaliser ces critères, en leur donnant l'apparence de directives permanentes de l'État. Si ce mouvement se poursuit, il pourrait représenter un tournant significatif dans la manière dont le pays organise sa relation avec les arts, la mémoire collective et l'éducation. Il n'y a pas encore de consensus sur la capacité de résistance institutionnelle à cette tendance. Mais l'alerte a clairement été donnée. Du côté de la société civile organisée, les associations du secteur culturel, les conseils des institutions fédérales et les réseaux d'artistes ont intensifié la diffusion de manifestations publiques réclamant une plus grande transparence dans les processus de nomination et la protection des collèges techniques contre les ingérences politiques. Bien que l'impact immédiat de ces actions soit limité, leur continuité tend à créer un environnement de surveillance plus constant. Ce scénario peut influencer les décisions futures, les processus de reconduction et même les critères de répartition budgétaire. Cela renforce ainsi l'idée que la préservation de l'autonomie institutionnelle dépend non seulement de normes formelles, mais aussi d'une vigilance continue de la part des secteurs concernés. Au niveau international, les analystes qui suivent les normes de stabilité démocratique ont commencé à mentionner cet épisode dans leur rapport préliminaire sur la gouvernance institutionnelle aux États-Unis. Bien qu'il n'ait pas donné lieu à des alertes formelles, ce cas apparaît comme un exemple de tension normative dans les démocraties consolidées. Les spécialistes en droit comparé observent que les pays ayant une tradition fédéraliste sont confrontés à des défis similaires, dans lesquels la définition de l'intérêt public fait l'objet d'un différend interprétatif entre l'exécutif et le législatif. Cela renforce l'interprétation selon laquelle l'épisode du Kennedy Center, bien qu'inscrit dans un contexte spécifique, s'inscrit dans un phénomène plus large de repositionnement des pouvoirs dans les régimes démocratiques. La controverse reste donc ouverte. Il ne s'agissait pas seulement d'un conflit sur la gestion d'une institution culturelle, mais d'un différend plus profond sur l'utilisation des symboles publics dans la construction de l'imaginaire collectif. La question centrale reste sans réponse définitive. Qui doit détenir le pouvoir de définir les références de l'identité nationale dans une démocratie ? Cette question continuera à orienter les conflits futurs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire et la société. Dans un contexte où les développements sont encore en cours et où les interprétations restent controversées, il est indispensable de suivre de près et de manière contextualisée le fonctionnement des institutions. Pour comprendre ce qui est réellement en jeu, il faut aller au-delà de la surface des événements et observer les mécanismes plus subtils qui soutiennent ou mettent à mal les équilibres constitutionnels.